La tempête de neige l'a trouvée le 5e jour de construction. Elle savait qu'elle arrivait de la même manière qu'elle avait su que les choses arrivaient depuis 51 ans, c'est-à-dire en prêtant attention à ce que le pays lui disait plutôt qu'à ce qu'elle voulait entendre. L'avion de la Snake River dans le territoire de l'Idaho en janvier vous disait les choses par la qualité spécifique de la pression atmosphérique et par le comportement des pièces qui quittaient la crête au-dessus de l'escarpement de basalte la veille d'une forte tempête, de la même manière que des créatures sensées quittaient des situations sérieuses avec directivité et sans cérémonie. Elle avait observé les pieds partir le matin du 9 janvier. Toutes dans la direction spécifique du sud-sud-ouest, ce qui signifiait non pas une averse passagère, mais un événement soutenu. Et elle avait fait son calcul, était retournée à la grotte et avait travaillé plus vite. Elle était dans la grotte depuis 4 jours. Elle avait le mur sud et le mur construit à hauteur et le remblai de gravats de basalte tassés dans la cavité entre son mur intérieur et la paroi de la grotte des 2 côtés. Elle n'avait pas le mur nord, elle n'avait pas la porte ajustée, et elle n'avait pas le capuchon thermique au-dessus de l'ouverture de ventilation supérieure. Sans le mur nord, l'entrée de la grotte était ouverte. Une entrée de grotte ouverte dans une tempête de neige d'1 semaine dans le territoire de l'Idaho, à moins 22 degrés, n'était pas une entrée de grotte ouverte. C'était un tunnel à vent. Elle a travaillé le 9 et jusque dans la matinée du 10. La tempête de neige est arrivée à midi le 10. Elle a travaillé pendant la tempête de neige. C'était la semaine. Une semaine de construction dans des conditions qui auraient arrêté une autre personne. Et à la fin de la semaine, elle avait ce qu'elle avait prévu d'avoir. Une pièce en pierre à l'intérieur d'une grotte de basalte, dans la plaine de la Snake River, qui maintenait 60 degrés, pendant la pire tempête de neige de l'hiver 1869 à 1870. Elle la maintenait avec un poêle qui fonctionnait à un rythme modéré, avec un approvisionnement en bois qui n'aurait pas dû être suffisant. Et c'était suffisant parce que la température de base de la grotte était de 52 degrés toute l'année. Et 52 degrés plus l'ajout modeste d'un poêle modéré faisait 60 degrés, et non les 38 degrés que sa précédente cabane. La cabane en rondin sur la concession au-dessus de l'escarpement avait maintenu au même rythme de poêle pendant la même tempête de neige. 38, 60, 22 degrés d'une grotte. Elle vous raconterait l'histoire depuis le début, qui n'était pas janvier, mais août, quand elle avait trouvé la grotte. Et avant tout, il y avait toute l'histoire de la façon dont elle s'était retrouvée seule, sur un escarpement de basalte dans le territoire de l'Idaho à l'hiver 1869. Une histoire qu'elle racontait clairement et sans autopitié, car l'autopitié n'était pas un trait qui lui avait été donné. Et elle avait appris, au cours de 51 ans, que les traits qui ne vous étaient pas donnés ne valaient pas la peine d'être pleurés. La fille d'Era Magnus était née dans les fjords de l'ouest de l'Islande, en 1818, dans la paroisse de Sudavik, sur la rive sud de l'Alfaor, dans une ferme qui n'était pas une ferme, au sens où les colons américains utilisent le mot. C'était une maison de tourbe, l'habitation traditionnelle islandaise, avec des murs de pierre remplis de tourbe à l'extérieur, et un toit couvert de tourbe. La structure à profil bas, à moitié enfouie dans le flanc de la colline au-dessus du fjord. Son profil délibérément minimal pour réduire l'exposition au vent et sa construction délibérément massive pour conserver la chaleur géothermique que l'Islande fournissait à faible profondeur. La ferme de son père avait des murs de 3 pieds d'épaisseur.
La face intérieure était en pierre de taille coupée et ajustée par son père et son grand-père. Le basalte plat des fjords de l'Ouest travaillait en assise, avec le savoir-faire d'hommes qui construisaient avec du basalte depuis 10 générations. La face extérieure était en pierre brute, mortierée, avec de la tourbe et de la terre. Entre les faces de pierre intérieure et extérieure se trouvait le remplissage, la tourbe, la terre compressée et le sable noir grossier du sol volcanique islandais, tassé à une densité que son père ne pouvait pas compresser avec ses 2 mains. 3 pieds de pierre, tourbe, pierre. Elle avait grandi à l'intérieur de ces murs, et elle avait compris dès l'enfance ce que faisaient les murs, non pas dans le langage de la physique thermique, mais dans le langage d'une femme qui avait posé sa main sur la face intérieure du mur en janvier, et l'avait trouvée chaude, et avait posé sa main sur la face extérieure du mur en janvier, et l'avait trouvée froide, et qui avait compris par là que la chaleur restait à l'intérieur du mur, et que le froid ne passait pas. Elle était venue en Amérique en 1850, et avec son mari John, et avec les $400 qu'ils avaient économisés pendant 7 ans de pêche et d'agriculture dans les Westfield, et avec l'intention de gens qui comprenaient la rareté des terres, comme les Islandais comprenaient la rareté des terres, c'est-à-dire dans les eaux et non dans l'esprit. La compréhension d'un peuple qui travaillait sur des terres adéquates depuis 1000 ans et qui reconnaissait des terres adéquates quand il les voyait sur une carte et qui était prêt à voyager pour y parvenir. Ils étaient allés d'abord au Minnesota, comme les Scandinaves allaient au Minnesota, parce que le climat était familier et parce qu'il y avait des gens qui parlaient des langues suffisamment proches de l'islandais pour que l'on puisse se faire comprendre. John avait cultivé au Minnesota pendant 12 ans, et il s'en était assez bien sorti au Minnesota. Et en 1863, ils avaient regardé à l'ouest à nouveau, comme les gens qui avaient une fois regardé à l'ouest, regardaient toujours à l'ouest à nouveau. Et ils avaient vu les terres de Homestead dans le territoire de l'Idaho, et ils avaient fait le calcul que le calcul disait d'y aller, et ils y étaient allés. John était mort en juillet 1868. Il était mort de l'infection sanguine qu'une coupure à la main lors du marquage en août avait produite, l'infection pour laquelle ses remèdes n'avaient pas été suffisants, et pour laquelle le médecin de Fort Hall, à 60 miles au sud, était arrivé trop tard. Il était mort en 8 jours d'une coupure à la main droite qu'il s'était faite un jeudi et qu'elle avait lavé et pansé correctement. Mais cela avait mal tourné le samedi, quand la ligne rouge était apparue, et avait très mal tourné le lundi, et avait été au-delà du traitement du médecin le jeudi de la semaine suivante. Elle s'était assise pendant 1 jour. Le matin du 2e jour, elle avait fait l'inventaire, la concession 160 acres de la plaine de la Snake River, au-dessus de l'escarpement de basalte. Le bétail 12 têtes, le cheval, la cabane en rondin, 12 fois 4 pieds, construction à simple paroi, avec des joints en argile de ruisseau, que John avait construit à l'été 1863 et qu'elle avait essayé de garder suffisamment chaude chaque hiver depuis. La cabane en rondin était le problème. C'était toujours le problème. De la même manière qu'une structure construite pour un climat différent est toujours le problème lorsque le climat pour lequel elle a été construite et le climat dans lequel elle se trouve divergent considérablement. La plaine de la Snake River en altitude en janvier n'était pas le Minnesota. C'était plus froid, plus sec et plus exposé.
l'escarpement de basalte au-dessus de la cabane, agissant comme un collecteur de vent qui dirigeait l'air canadien directement sur la face sud de la structure en rondin, avec l'efficacité spécifique d'une caractéristique paysagère, qui dirigeait le vent vers cet endroit depuis avant qu'il n'y ait de structure pour le diriger. Elle avait eu froid dans la cabane en rondin pendant 5 hivers. Pas dangereusement froid, pas le froid qui tue, mais le froid qui était de 42 degrés dans la pièce, les nuits les plus difficiles à plein régime de poêle, et qui consommait du bois à un rythme qui l'alarmait, et qui, pendant l'hiver qu'elle affrontait maintenant seule, consommerait tout l'approvisionnement en bois d'ici février. L'approvisionnement en bois qu'elle avait coupé elle-même en août et septembre était de 7 cordes. 7 cordes seules. Une personne. Elle l'avait coupé en travaillant de l'aube au crépuscule 6 jours par semaine pendant 6 semaines. Et elle l'avait fait avec l'efficacité d'une femme qui avait fait ce travail aux côtés de John pendant 5 étés, et qui connaissait le mouvement et la séquence, et qui ne s'était pas autorisée à penser à autre chose qu'au mouvement et à la séquence pendant qu'elle le faisait, car la pensée était pour les soirées, et les soirées étaient assez longues. 7 cordes étaient suffisantes pour la cabane en rondin, si l'hiver était modéré. Elle s'était rendue à l'escarpement, au-dessus de la concession le 5 août pour vérifier la ligne de clôture ouest, et elle avait trouvé la grotte. Elle ne l'avait pas trouvée en la cherchant. Elle l'avait trouvée en s'approchant du flanc de l'escarpement pour regarder le poteau de clôture qu'elle essayait de regarder, qui était le poteau d'angle, et en remarquant que le mur de basalte avait une fissure horizontale au niveau du sol, une fissure de 6 pouces de haut et 3 pieds de large, et en y enfonçant sa main et en sentant l'air qui venait de la fissure, qui était frais, la fraîcheur spécifique d'un grand espace clos, à température constante, pas le froid de l'air extérieur, mais la fraîcheur stable d'une grotte. Elle s'était mise à genoux et avait pressé son visage contre la fissure. À l'intérieur, il faisait noir. Elle ne voyait rien, mais elle sentait l'air qui bougeait légèrement vers l'extérieur de la fissure. La grotte exhalait, comme le font les grottes en été lorsque l'air extérieur est plus chaud que l'intérieur. Le courant thermique qui fonctionnait en sens inverse en hiver, lorsque l'air extérieur est plus froid que la grotte et que l'air chaud de la grotte sortait. Elle a tenu sa main dans la fissure pendant 2 minutes pour lire la température. Elle a dit en islandais, qui était toujours sa langue de précision, Fimu agre gradu 52 degrés. Elle connaissait cette température dans la pierre de la ferme de l'Ouest. 52 degrés est la température à laquelle le basalte de l'Islande se maintient à 2 mètres de profondeur sous la surface du sol. La température stable sous la ligne de gel, où la roche conserve la température moyenne annuelle de l'endroit, quelle que soit l'activité de la surface. La grotte maintenait la même température, la température moyenne annuelle des plaines de la Snake River, enfermée dans le basalte à la profondeur où la grotte se trouvait sous la surface de la crête. 52 degrés. Elle est restée à la fissure pendant 20 minutes, assez longtemps pour évaluer les dimensions à partir du son qu'elle faisait en parlant dans la fissure. Le schéma d'écho qui lui disait que la grotte était plus grande que ce que suggérait la fissure. Elle est retournée à la cabane et a trouvé la lampe à main. Elle a élargi la fissure avec la barre de fer qu'elle utilisait pour les travaux de clôture, le basalte se détachant en plaques plates le long du plan de jointe horizontale, la roche coopérant, car le basalte se fracture le long de ses joints de refroidissement. Et la fissure était déjà un joint. Elle a élargi la fissure à 3 pieds sur 2 pieds et est entrée. La grotte avait 22 pieds de profondeur
14 pieds de large, à son point le plus large, et 7 pieds du sol, au point le plus haut du plafond. Le plafond, l'arche naturelle du flux de basalte au-dessus du sol, était le basalte plat fracturé, qui s'était effondré du plafond lors de l'événement qui avait créé la grotte, nivelé par l'érosion et recouvert du gravier sableux spécifique du basalte altéré. Les murs étaient le basalte solide du flux, dense et sombre et lisse, là où la surface de lave d'origine était restée intacte, rugueux, là où la fracturation ultérieure avait exposé de la roche fraîche. La grotte faisait face au sud-sud-ouest. La fissure par laquelle elle était entrée se trouvait sur la face sud de l'escarpement, la face sud qui recevait le soleil d'hiver. Elle se tenait dans la grotte avec la lampe, et tournait lentement et prenait la mesure de l'endroit. Elle avait apporté la corde à mesurer dans la poche de son manteau, la corde de 50 pieds qu'elle gardait sur l'étagère à outils dans la grange. Et elle l'a déroulée le long du sol de la grotte de l'entrée au mur du fond, et a lu la longueur, 22 pieds. Elle l'a déroulée sur le point le plus large, 14 pieds. Elle a compté sa propre hauteur debout contre le plafond, 7 pieds au sommet de l'arche, 5 pieds sur les murs latéraux. Elle a parcouru le périmètre, appuyant sa main contre la paroi de la grotte tous les 6 pieds. La paroi de la grotte n'était pas uniforme. Le mur sud le plus proche de l'entrée était la surface lisse du flux. L'extérieur d'origine de la lave refroidit contre l'air. Le noir brillant du basalte refroidit rapidement, assez lisse pour avoir reflété sa lampe à la surface, comme de l'eau sombre. Le mur nord, la partie la plus profonde, était la face rugueuse fracturée, où un événement de refroidissement ultérieur avait fendu la roche le long d'un joint, la surface étant irrégulière et anguleuse, avec la qualité angulaire spécifique du basalte fraîchement fracturé, les bords qui pouvaient couper. Elle a appuyé sa main sur la face sud lisse. La face sud était plus chaude que la face nord rugueuse. Pas beaucoup, mais mesurablement plus chaude. Elle a tenu sa main sur chaque face pendant 30 secondes et a confirmé la différence.